ce que nous avons. Eh bien, rapidement, les composantes fondamentales d'un programme PCI vont nous être données. Le contexte nous sera présenté. On va essayer un peu de décrire ce que nous avons comme élément de SKP, c'est quoi, leur identification, quelles sont les maladies qui sont là, quels sont les schémas de résistance qui sont qui sont à considérer, et puis la prévention et enfin la conclusion. Voilà un peu le schéma. Et alors, quels sont les objectifs? On va essayer d'alerter les professionnels de santé que nous sommes, excuse, sur ces aspects de surveillance des bactéries multirésistantes. Et plus intéressant même, on va essayer de pouvoir faire un plaidoyer en faveur de la mise en place d'un programme effectif, hein, PCI. Cela est très, très important que nous puissions avoir un programme de résistance ou de lutte contre la résistance antimicrobienne, la RAM. Parce que escaper va pouvoir être beaucoup plus lié à cela. Mais alors, les 8 composantes, comme nous les savons, d'un programme PCI effectif, nous en avons 8 et comme nous l'avions et nous le décrivons toujours, nous en avons 8 qui peuvent être appliquées toutes au niveau d'une formation sanitaire et nous en avons 6 qui sont au niveau central et au niveau intermédiaire. Mais au niveau opérationnel, nous en avons 8. Déjà que nous savons que les programmes PCI avec les liens, tous les autres programmes, donc pour qu'un programme puisse être efficace, eh bien, on a besoin qu'il puisse exister aussi et qu'il soit en lien avec tous les autres programmes qui sont concernés, qui peuvent être pour programme anti-tuberculose, de lutte contre la tuberculose, programme de lutte contre la malaria, programme de lutte contre plusieurs autres programmes que nous pouvons avoir, que nous pouvons donc imaginer parce que nous l'avons, lui, le programme PCI qui puisse être transversal. Et nous avons besoin de produire des directives qui permettent à ce que nous puissions travailler dans le cadre PCI. La formation est très importante et nous ajoutons tout de suite la surveillance. Et cette surveillance, nous parlons particulièrement de la surveillance des infections associées aux soins. Et c'est justement le point qui va le plus nous intéresser ici aujourd'hui et avec les aspects escapés. On va parler escapés, c'est quoi? Eh bien, c'est des germes. Nous allons voir quels sont ces germes-là qui sont les plus en vue. Et puis, nous avons le suivi, l'audit et puis le retour d'informations. Ce n'est pas tout simplement on est en train de travailler, on vient aider les gens, les appuyer, ce qu'on a trouvé comme situation, comme ce qu'on a trouvé comme état des lieux chez eux. Eh bien, en retour, on ne leur dise pas ce qu'il faille faire. C'est important qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire en retour. Donc, ça fait que ce soit au niveau central, niveau intermédiaire et niveau opérationnel, ce qui se fait là-bas, nous devons avoir des communications avec des flèches aller-retour. Eh bien, qu'il faudrait, pour que nous puissions avoir ce programme PC effectif, il faut qu'il y ait un environnement bâti qui puisse nous permettre de pouvoir travailler notamment. Et ici, l'environnement bâti, comme vous voyez, le matériel et les équipements sont des choses assez importantes. Nous avons parlé des équipements de protection individuelle la semaine passée. Alors, ou même les semaines passées, parce que nous en avons parlé chez les vétérinaires et on en a parlé en général en termes d'approvisionnement. Alors, les deux que nous voyons qui travaillent, la dotation en personnel, le taux d'occupation des lits. Quand on a un taux d'occupation excessif de lits, eh bien, on ne saura pas gérer parce que quand il est excessif, vous pouvez avoir 2 personnes sur un lit. Quand l'hôpital est trop plein, cela ne permet pas de pouvoir assurer une bonne PCI. La charge de travail, la répartition, nombre de personnel par rapport au nombre de malades à recevoir, par rapport au nombre de malades qui sont hospitalisés. Eh bien, ce rapport est très important. Quand nous dotons en personnel notre hôpital, eh bien, il va pouvoir travailler dans des conditions qui lui permettent d'être protégé comme il se doit. Parce que, comme vous savez, vous le savez, l'objectif de la PCI, et c'est le but que nous voulons atteindre, c'est la protection de nous-mêmes, personnel soignant, protection de nos patients, mais également de nos communautés. Mais tout ceci doit pouvoir être pris dans un cadre où nous avons une mise en place donc des stratégies multimodales. Pas un seul mode permet de pouvoir apprendre la PCI et pouvoir la rendre pérenne. Nous avons besoin de combiner au moins 3 qui nous permettraient de pouvoir avancer. Parce qu'une approche unimodale, comme on se met seulement ici à parler, parler, on enseigne ou on informe seulement de façon magistrale, comme on fait dans les écoles et tout, ça ne va pas marcher. Et dans les écoles, on associe aussi des pratiques. Et vous savez que le système qui nous a permis de prendre un exemple très positif
le système multimodal, c'est l'hygiène des mains, avec tous les enseignements qu'on fait, et puis on va changer tout l'environnement où nous sommes. On va mettre des visuels, on va mettre des rappels visuels, on va pouvoir amener du matériel, et cela permet à ce que les gens puissent avoir une habitude qui va pouvoir changer leur comportement. Mais alors, ici, nous insistons sur cette composante surveillance. Mais alors, nous rappelons aussi l'importance de la hiérarchie de contrôle. Parce que vous voyez, lorsque nous nous sommes dit tous ensemble que pour pouvoir essayer de contrôler les risques, essayer de pouvoir dégager les dangers également ou les contrôler, eh bien, on l'élimine. Ici, on monte des plus efficaces vers les moins efficaces, tout en disant qu'on élimine un danger, on peut le substituer à un danger par un autre. On va pouvoir mettre des mesures d'ingénierie, on va mettre des mesures administratives. Et vous allez voir que aussi l'utilisation des équipements de protection individuelle va pouvoir nous aider à pouvoir avoir une approche assez intéressante qui nous permet de pouvoir mettre le tout ensemble. Nous disions que ici, dans le cadre des mesures administratives, vous allez voir exactement aussi que dans la surveillance des infections associées aux soins, on va pouvoir faire la même chose pour rendre les choses assez efficaces. Des mesures administratives vont pouvoir être mises en place, la formation des individus, mais également, vous allez voir que on va pouvoir doter les gens des outils qui leur permettent de pouvoir travailler. Quand nous parlons de la RAM, de la résistance aux antimicrobiens, eh bien, vous allez voir qu'il faudra qu'il y ait une base de données, il faut qu'il y ait un appui de laboratoire. En dehors de la surveillance de laboratoire, nous avons la surveillance de routine que nous avons qui nous permet de pouvoir donc évoluer. Alors, allons tout de suite parler de SKP. Eh bien, c'est quoi SKP? Euh, Tout de suite, dans le contexte, nous savons ce que nous pouvons nous dire ensemble, que les infections du sang, par exemple, restent difficiles à traiter et à gérer efficacement. La connaissance ou les connaissances incomplètes que nous avons sur les germes, les espèces envahissantes, et même celles qui peuvent nous entourer ici. Vous vous rappelez que pour faire, par exemple, quelqu'un qui fait une infection, on se dit, ah, ça peut être une infection bactérienne. On se dit, on va donner à ce moment-là, essayer de couvrir, faire une combinaison en pigeanta. Ça va nous permettre de pouvoir avoir une couverture très grande. Mais alors, les germes qui sont autour de nous, s'ils ont développé une résistance face aux ampicillines, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on ne va pas avoir beaucoup de résultats qui puissent être efficaces. Donc, l'option des antimicrobiens va être limitée. Au jour d'aujourd'hui, nous regardons que les possibilités d'avoir des antibiotiques sont en train de se réduire davantage. Ceux qui étaient très forts deviennent de plus en plus résistants. Et dans le pipeline de recherche, nous voyons que les possibilités sont moindres. La réponse de l'autre également est dérégulée par le fait que vous avez ces résistances qui sont là et que la personne ne sait pas répondre et que nous avons notamment des colonisations que nous avons, la personne va cohabiter avec les germes et à un moment donné, quand l'équilibre est rompu, ces germes qui sont là-dedans, qui pouvaient être tout simplement des germes qui ne sont pas pathogènes, les commensaux que nous pouvons avoir peuvent être transformés tout d'un coup en des germes qui deviennent pathogènes et qui donnent une maladie. Alors, on dit ici que l'administration d'antimicrobiens chez les patients suspectés donc d'infection de sang, on nous dit que vous avez donc ces taux qui sont autour, nous avons autour de 50 à 70% où vous avez des résistances qui commencent donc à naître. Mais alors, 12 espèces, on dit, classées parmi les 12 espèces bactériennes contre lesquelles, j'espère que je n'ai pas, oui, classées parmi les 12 espèces bactériennes contre lesquelles les nouveaux agents antimicrobiens sont nécessaires. Ici, les escapés que l'on voit là-bas, nous avons des germes et ces germes, nous allons avoir leurs noms qui vont venir tout à l'heure. Et en 2017, l'OMS a dû faire une certaine classification. Et parmi les germes qu'il faudra surveiller et qu'il faudra suivre, donc nous avons nos amis qui vont venir bientôt là. Et je dis qu'il y a des germes prioritaires qui ont été définis. Et ces germes prioritaires ont été classés en trois catégories. La première catégorie, ici, donc des agents prioritaires selon l'OMS, nous avons des agents critiques, parmi lesquels nous avons Acinetobacter baumannii, qui est résistant au carbapenem. Nous avons le Pseudomonas aeruginosa, et qui est résistant aussi au carbapenem. Nous avons les Enterobacteriacées,
hein, donc résistant au carbapenem, producteur de bêta-lactamase et à spectre étendu, hein, ce qui rend résistant, il les rend donc résistants aux antibiotiques courants comme les pénicillines, les céphalosporines. J'ai un collaborateur qui se trouve en milieu reculé en République démocratique du Congo et qui a été soigné. On m'envoie une facture et on me dit, regardez, ce qu'on a demandé, c'est beaucoup d'argent. Je dis, ben, on veut continuer. Oui, oui, on veut continuer. Je dis, mais quels sont ces antibiotiques? Qu'on m'envoie tout simplement une ordonnance. Je ne vais pas la déployer ici. Je vous dis, il y a 5 antibiotiques et sur la liste, vous avez euh, 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 la gentamicine, l'ampicilline, non, 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 l'amoxicilline. Vous avez aussi le métronidazole, la ciprofloxacine, et puis il y en a un qui m'échappe, qui était là-dedans, qui est un céphalosporine de troisième génération. Je dis bien sur une seule ordonnance. On me l'a envoyé. J'ai dû appeler la personne qui a prescrit parce que j'ai demandé son numéro. J'ai dit, ça c'est interdit ce que vous faites. 5 antibiotiques, parce que le métronidazole, certains pensent que ce n'est pas un antibiotique, même s'il est aussi antiparasitaire, il est aussi antibiotique. Donc je reprends. Nous avions la ciprofloxacine, l'amoxicilline, la gentamicine. Nous avions également le métronidazole et une céphalosporine de troisième génération qui était sur l'ordonnance. Pareille combinaison donne de l'inquiétude parce que probablement qu'on a des prescriptions du même genre à plusieurs milieux. La deuxième priorité, élevée, eh bien, là-bas, nous avons un tic. Ici, celle qui est élevée, nous avons les Enterococcus faecium, résistants à la vancomycine. Nous avons les Streptococcus aureus, résistants à la méticilline. Et ceci, c'est très important. C'est très important que nous puissions savoir que vous avez cette résistance également donc, à la vancomycine. Qu'allons-nous faire? Tous ces germes ici qu'on est en train de citer, vous avez là-dedans aussi le euh, Helicobacter pylori, qui dans l'ancien temps était appelé Campylobacter pylori, qui est résistant à la clarithromycine. Et il y a un travail, nous avons eu le professeur Chiban qui est intervenu sur cette plateforme une fois, quand on a des gastrites chroniques, et on va explorer pour voir si ce n'est pas lié à la présence de Helicobacter pylori. Et je dis bien, cette association, une trithérapie que l'on donne où on met les inhibiteurs de pompe à protons et puis on ajoute des antibiotiques, eh bien, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a encore la clarithromycine qui puisse être efficace dans notre milieu? Est-ce que nous vérifions tout ça? On a les campylobactères, plusieurs espèces qui sont résistants aussi au fluoroquinolone. On a les salmonella résistants au fluoroquinolone. On a les Neisseria gonorrhoeae résistants aux céphalosporines et résistants également au fluoroquinolone. Chers amis, ça, c'est pour la priorité 2. En principe, si on va à la priorité 3, on peut se dire on arrête la présentation d'aujourd'hui. Je m'en vais à la priorité qui est moyenne. On a les staphylocoques pneumoniae qui est non sensible donc à la pénicilline, et Haemophilus influenzae qui est résistant à l'ampicilline. On a les Shigella, les espèces de Shigella résistants au fluoroquinolone. Donc, cette série, nous devons nous tous être familiers à ça et nous devons multiplier nos connaissances et essayer de pouvoir savoir dans notre milieu qu'avons-nous. Quel est le tableau que nous avons? Si nous ne connaissons pas le tableau au milieu de nous, eh bien, ça va être assez difficile que nous puissions travailler donc un tout petit peu là-dessus. On va essayer de pouvoir ensemble essayer de gérer cette situation en se disant, OK, maintenant les SKP dont on parle là, c'est quoi? Eh bien, on a Escherichia coli, on a Staphylococcus, comme on a vu, on a les Klebsiella pneumoniae, on a l'Acinetobacter baumannii, on a les Pseudomonas aeruginosa, on a les entérocoques qui nous sont présentés là. Je vais m'arrêter sur cette image pour que chacun d'entre nous puisse la regarder.
Est-ce qu'en République démocratique du Congo, quand nous disons on a installé la RAM, est-ce qu'on entend parler de ces choses? Est-ce que dans les milieux reculés où nous sommes, si à Kinshasa on peut voir ça, si à Brazzaville on peut voir ça, si à Douala on peut voir ça, est-ce qu'à Gaoundéré on peut retrouver cela? Est-ce que lorsqu'on a Bobo Dioulasso, dans tous les milieux, toutes les cliniques, ou bien même dans les districts sanitaires que nous avons, ces éléments ici, nous professionnels de santé, nous en avons connaissance. Donc, c'est des choses assez importantes. Les moyens de diagnostic, est-ce que nous les avons pour identifier ces différents types de germes? Parce que dans la RAM, dans la surveillance des infections associées aux soins, lorsque nous disons nous avons une infection et qu'elle est bactérienne, le traitement que nous utilisons en général les, les antibiotiques. Lorsque nous utilisons les antibiotiques, savons-nous quel type de germes nous sommes en train de gérer? Nous nous rappelons tous ensemble le rôle des infectiologues ici, le rôle de tout personnel soignant, le rôle des pharmaciens qui nous permettent de pouvoir vérifier la consommation des antibiotiques et qui vérifient aussi l'exactitude de la prescription. Je dis bien les pharmaciens parce que quand on est médecin, on pense que le pharmacien, c'est celui qui est le spécialiste du médicament et celui qui a étudié le médicament. Nous, on a étudié bien sûr la pharmacologie, on a étudié tout, on soigne, on est dans la clinique. Mais le spécialiste du médicament, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'infirmier, c'est le pharmacien. Quelle coopération avons-nous avec le pharmacien pour arriver à ça? Et ceci est très important. Alors, ces germes ont dû développer la capacité de pouvoir échapper aux thérapies courantes grâce aux résistances aux antimicrobiens. Et les agents escapés ici ont été définis en 2008 et en 2009. La Société américaine des maladies infectieuses a constaté un manque de nouveaux antibiotiques dans la filière, j'allais dire, dans le pipeline pharmaceutique pour lutter contre les agents pathogènes escapés et a formulé alors des recommandations pour encourager l'innovation. Donc, en plus du fait que nous utilisons la PCI, en plus du fait que le programme RAM travaille dans cette collaboration PCI, WASH, donc on ajoute l'eau, l'hygiène, l'assainissement, bien sûr, que nous avons. C'est des choses assez importantes pour nous de pouvoir savoir ce rôle dans la surveillance contre la rame, que ces germes existent et que plusieurs autres germes en dehors de ceci aussi doivent être mis sous surveillance. Et que la manière dont ça se présente d'une province à une autre, la manière dont ça se présente d'un hôpital à un autre, le profil de résistance, comme il est variable, il est très important qu'il y ait des mises à jour. Nous devons avoir une base de données. Et cette base de données nous permet justement de pouvoir faire un contrôle. Quand on voit dans un pavillon, quand on voit dans un établissement de santé une émergence des germes résistantes, on se dit, eh bien, des germes résistants, allais-je dire, eh bien, qu'allons-nous faire ici? On alerte. Et quand on a alerté, eh bien, on va pouvoir faire un effort pour mettre les mesures PCI en place. Parce que certains germes peuvent être transmis par contact, d'autres peuvent être transmis par voie aérienne, dépendant, comme on le dit, comme vous le savez très bien, que ce soit par voie aérosol qu'on va pouvoir utiliser, hein, ou bien par, nous le savons très bien, une inhalation de particules un peu plus grandes. Il y en a qui vont être transmis par voie veineuse, par les injections, ainsi de tous ces éléments, nous devons les avoir dans notre tête et nous dire, OK, nous avons quel type de précaution que nous allons placer pour ce patient. Parce que si, par exemple, dans le cadre, j'ouvre une parenthèse, d'une tuberculose multirésistante, nous le savons, nous allons isoler, nous allons pouvoir mettre la pression négative au niveau de la chambre, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres mesures qui vont suivre et accompagner. D'où nous, personnels de santé, nous devons savoir pour chaque germe ici cité et évoqué, quelle est la voie de transmission et quelle est la situation au niveau de notre hôpital. Alors, les agents escapés donc sont responsables, comme on dit ici,
de deux tiers des infections associées aux soins. Nosocomial est encore ancien, mais associé aux soins, vous entendez bien que on va bien au-delà. Il représente 42,2% des espèces isolées, donc des infections dans le sang. Et ils sont associés à une augmentation de 3,3 jours dans la durée d'hospitalisation. Donc, quand une durée d'hospitalisation, une personne qui devait faire tout simplement 5 jours, on lui en ajoute 3, c'est que ça pèse sur la poche de la famille, c'est que ça pèse sur l'hôpital en termes d'occupation de lit, de taux d'occupation de lit, c'est que ça va peser sur, si évidemment vous avez tout ce qu'il y a comme logistique accompagnée en termes de la literie qu'il faut entretenir, qu'il faut nettoyer. Donc, vous avez un coût qui augmente. Ainsi, on peut comprendre que très facilement, plus de 5 500 $ de coût de soins en augmentation peut être réalisé ici lorsque nous prolongeons seulement le délai, le séjour de quelqu'un. Ce séjour dans un milieu hospitalier expose également à d'autres germes parce que nous savons qu'un patient qui est entré pour une pathologie peut en acquérir une là-bas à l'intérieur, une augmentation absolue de la mortalité de 2,1%. Et cette mortalité, et justement, nous avons des éléments sur lesquels nous devons travailler, et notamment comme les germes multirésistants. Cela étant dit, chers collègues, est-ce que on peut s'arrêter par ici? Je peux dire oui, mais il est important que nous puissions connaître pour chaque germe. Ça, on peut faire à une session ultérieure avec tout ce que nous avons comme élément en termes de dire, OK, un microbiologiste vient nous présenter. Je vais rentrer un tout petit peu en arrière. Pour ce qui est de Escherichia coli, comment est-ce que le mécanisme de résistance se développe? Qu'est-ce qu'il faut pour chaque germe ici mettre en place? Et nous, PCI, nous prenons, nous associons. Un pharmacien nous dit, voici, dans ma province, à moi où je me trouve, en République démocratique du Congo au niveau national, voici ce que nous avons trouvé pour ce qui est, pour ce qui est du Staphylococcus aureus. Parce que si nous avons des données pour des pays aussi avancés en Europe, pour l'Afrique, les données existent, mais sont très fragmentaires. En Afrique du Sud encore, parce que probablement, il y a un système de laboratoire très avancé en termes de dire que vous avez des laboratoires de référence provinciaux qui sont équipés. Quand on va prendre, par exemple, un échantillon de sang dans un hôpital, il va aller dans un laboratoire centralisé. À ce laboratoire centralisé, quand on va voir les résultats, on va pouvoir les répercuter et on récolte toutes ces données ici dans le cadre de la surveillance pour pouvoir alerter non seulement son hôpital, alerter aussi le service duquel ce malade ou l'échantillon venait, ou duquel l'échantillon venait. Je rajoute que pour chaque germe ici, on peut aller dans les détails un à un et le présenter tel qu'il est, dans quel cadre ou dans quel environnement est-ce qu'il se trouve, de façon à ce que dans notre environnement hospitalier, nous puissions prendre aussi des mesures qui permettraient de pouvoir contrer en faisant une très bonne prévention de cela. Permettez-moi de continuer. Cela étant dit, ici, par exemple, il y a quelques données que nous avons. Ça, c'est une situation qui se passe, j'espère, oui. C'est une situation qui se passe. On nous l'a donné ici en 2022. Regardez cette progression de 2011 à 2020. Regardez tous ces germes qui sont mis ici. Klebsiella pneumoniae. Vous prenez ici notre germe aeruginosa. Vous prenez ici les Escherichia coli, vous prenez ici les Staphylococcus aureus, vous prenez ici le Baumani, vous prenez en bas les Enterobactères. Quand vous les prenez ici, tous tels qu'ils se passent, leur courbe est en croissance et vous regardez l'inclinaison de la pente telle qu'elle se passe. On regarde pour Enterobactère. Quand on regarde ici, Enterobactère, ici c'est celui de la fin. Regardez, c'est presque plat et leur courbe, le degré d'augmentation de l'inclinaison de la courbe est en train
de nous être présentés ici et que l'on voit que pour certains germes, les isolats nous montrent du point A où nous sommes partis au point B que nous avons une croissance dans la résistance en partant d'une année à l'autre. Ça, c'est des travaux de 2022. Qu'en est-il aujourd'hui, 3 ans après, en 2025? Il faudra que nous puissions avoir ces données dans notre milieu pour que nous puissions avoir également des calculs. Ceux-ci ont travaillé, ce n'est pas en Afrique, ils ont travaillé dans les pays nantis. Quelle est la situation que nous avons en Afrique en général? Regardez, 2011 à 2020, quand on fait la différence, 9 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on en rajoute encore 5, où est-ce que nous en sommes? Nous avons besoin d'avoir des données. Et ces données pourraient nous aider. Je vais prendre un exemple. J'espère bien que ça ne s'est pas effacé, sinon je serais obligé de passer sur ma version anglaise. Ici, quelques grammes négatifs tels que nous avons au niveau d'Afrique du Sud. Regardez, tout simplement. On nous les range tous ici quand on prend les cultures des grammes négatifs. Les grammes négatifs. Regardez comment est-ce que nous les avons à notre niveau. Et quand on suit, regardez Acinobacter à ce niveau-là, regardez les complexes des entérobactéries, regardez Escherichia coli, regardez ici Klebsiella pneumoniae, regardez ici Proteus mirabilis et nous avons Pseudomonas aeruginosa à ce niveau-là, parmi tous ces germes. Si nous regardons très bien, eux, ils ont la chance de faire des isolats et isoler ce genre de germes. Est-ce que chez nous, on peut avoir un tableau qui se présente comme ceci? Le chez nous dont je parle, c'est de chacun qui est ici sur cette plateforme. Parce que quand on fait une surveillance associée au laboratoire, vous voyez combien le laboratoire joue un très grand rôle dans le suivi et dans la surveillance à la résistance antimicrobienne, ou même dans la résistance, dans la surveillance des infections qui sont associées aux soins. Parce que vous savez identifier les germes, vous savez aller jusqu'à voir à quel degré ils sont résistants et comment est-ce que nous pouvons nous y prendre. Je me disais que pour mettre seulement l'eau à la bouche et que nous puissions être nous-mêmes suffisamment avertis, nous sommes appelés à pouvoir avoir des discussions en groupe pour regarder du point de vue régional comment est-ce que les labos peuvent être développés pour qu'on puisse capaciter de pays en pays. Aujourd'hui, avec la couverture santé universelle, nous disons que nous-mêmes également avec One Health, une seule santé, nous devons avoir la chance d'avoir une description des éléments comme ceci. J'espère que la suivante ne s'est pas non plus coupée. Je vais essayer de la mettre. Là, voilà. Ça, c'est en Afrique du Sud, à Polokwane. Polokwane, qui est dans la province du Limpopo, la province attenante au Zimbabwe au nord. Quand on entre en Afrique du Sud, du nord, on entre par là. Et voilà, on va aller. Donc, ils ont la chance hein, de pouvoir travailler sur ceci et de pouvoir regarder ici, au regard des germes que nous avons, ici, de escapés, et on regarde les types de résistance que nous pouvons avoir par rapport aux différents types d'antibiotiques que nous avons là-bas. Je crois que ceci est assez visible chez nous et regardez le taux qui est donc retrouvé par rapport à la résistance et comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes nous dire, eh bien, si nous avons un tableau aussi joli que ça, mais avec des germes aussi méchants qu'ils puissent être, comment est-ce que nous pouvons nous retrouver là-dessus? Amikacine, amoxiclave, augmentin, ampicilline, et on continue ainsi de suite jusque on va pouvoir regarder les germes ou les antibiotiques les plus couramment utilisés. Au jour d'aujourd'hui, quand vous entrez, comment est-ce que nous pouvons faire une bonne prescription chez nous si nous n'avons pas l'écologie
des germes et l'écologie de la résistance des germes dans notre milieu. Nous pouvons nous dire au pifomètre comme ça. Quand je dis au pifomètre, mais guidé par les évidences de base. À Lubumbashi, par exemple, ou à Kinshasa, nous savons que nous avons 99% de toutes les données que nous avons 99% de résistance, par exemple, aux ampicillines ou aux pénicillines en général, lorsque nous avons les infections gynécologiques qui existent. Eh bien, dans ce milieu-là, puisque les données ont été colligées, on peut facilement dire à une structure, eh bien, ici, ne prescrivez pas quand vous avez telle infection du point de vue génital, quand vous avez telle infection du point de vue urinaire, ne prescrivez pas telle molécule parce qu'il y a beaucoup de chances que vous puissiez tomber sur une résistance et que cela ne puisse pas agir. Donc, je ne donne que du point de vue général. Dans la surveillance, quand on collecte toutes les données, on a la chance de pouvoir arriver à pouvoir conduire les gens et à leur dire ce qu'ils peuvent faire. Chers collègues, alors, je disais qu'on pouvait aller groupe par groupe, commencer par les entérobactéries. Ça a été fait pour les entérobactéries. Je peux aller dans les détails et montrer, par exemple, on dit, OK, nous avons des bacilles gram-négatifs, ils sont anaérobies, ils sont facultatifs, ils ont été décrits pour la première fois en 1960 et récemment, on a trouvé que 22 espèces appartiennent au genre Enterobacter et ils appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae. Et alors, on nous donne des éléments qui sont là-bas. Je disais que c'est, on prend maintenant le SKP là, on va groupe par groupe, on le décrit et puis on dit où est-ce qu'on le rencontre. J'espère bien que je ne vais pas tout perdre. Il possède une flagelle et tout. Ça, c'est des choses que nous allons laisser aux microbiologistes ou ceux-là qui veulent. Mais j'aimerais un peu dire que quand on parle de la formation, je m'excuse, des biofilms, c'est important que vous puissiez le comprendre ensemble avec moi. Les biofilms, c'est que vous avez sur une surface, ça peut être dans une formation sanitaire, un dépôt progressif qui est fait de polysaccharides et qui est fait aussi de lipides et ainsi de suite, et qui vont pouvoir couvrir une surface. Ces biofilms, quand on dit bio, ça veut dire que vous avez des germes qui sont aussi là-dedans. Des germes vivants qui vont pouvoir se retrouver dedans. Quand nous nous disons le nettoyage de l'environnement, dans le cadre de la PCI, nous devons avoir des produits qui soient capables de dégager les biofilms. Parce que si ces biofilms ne sont pas dégagés, vous pouvez avoir des germes résistants qui se retrouvent là-dedans, et même qui ne sont pas résistants, mais qui peuvent être transmis du fait du contact tout simplement. Et il y en a qui possèdent également, comme on nous dit ici, différentes endotoxines. Et vous savez que les endotoxines sont aussi difficiles à combattre, que vous avez aussi la chance d'avoir des pathologies qui peuvent être aussi graves, que vous pouvez avoir une intervention chirurgicale qui peut, par exemple, arriver qu'au niveau du cœur, vous pouvez avoir des germes qui vont s'y déposer, vous pouvez perdre le patient, comme dans d'autres milieux, mais des germes qui produisent également des endotoxines. J'aimerais seulement souligner le fait que on peut aller classe par classe. Cela peut nous prendre toute la présentation. J'ai voulu que nous puissions ensemble réaliser que l'importance de ces germes dans notre milieu est très important pour nous. J'allais dire importance important pour dire que leur détection, leur surveillance, avoir leur profil permet de pouvoir protéger non seulement les malades, mais également la population. On va chez eux, où est-ce qu'on les retrouve? Fréquemment, dans les eaux usées, dans le sol, dans les plantes, les excréments d'animaux. La contamination des préparations de nutrition parentérale, par exemple, qui sont conservées au réfrigérateur, des flacons d'albumine humaine, des humidificateurs que nous avons sur nos respirateurs que nous utilisons, et des équipements de thérapie respiratoire, les eaux d'hydrothérapie, donc dans un service. Cela, par exemple, un service de brûlés. Vous savez très bien que les services de brûlés font partie des services, comme également ceux-là, les services de la dialyse, font partie des services comme ceux de néonatologie, dans lesquels la PCI doit être de mise et l'utilisation des antibiotiques doit être très rationalisée afin de pouvoir éviter de pouvoir créer une situation difficile à gérer comme une résistance émergente là-bas ou l'introduction d'un germe qui est résistant aux antimicrobiens. Je peux poser par ici pour dire ceci. Pour chaque germe,
On paie les catégories par catégorie et essayer de pouvoir développer de façon que nous puissions avoir la conscience que dans les milieux où nous sommes au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de cette situation et d'essayer de pouvoir régler et que notre pays, le vôtre où vous vous trouvez, que nous puissions avoir la conscience qu'il y a des germes méchants. Et ces germes méchants, nous allons circuler avec eux durant toute cette période et probablement avec une interruption sur Ebola, de façon à ce que nous rentrions sur cet aspect de la rame, mais surtout sur la surveillance des infections associées aux soins. Avons-nous les outils pour collecter les données? Avons-nous des statisticiens qui examinent tout ceci et des biostatisticiens et qui nous présentent ces éléments pour une mise à jour? Est-ce que les décisions de commande des produits, des antibiotiques au niveau de la République tiennent compte de ce genre d'éléments? Est-ce qu'on ne peut pas décider pour dire désormais dans l'hôpital, on ne prescrit pas tel antibiotique ou sur le marché qu'on ne vende pas tel antibiotique jusqu'à ce que nous pouvons avoir une certaine balance de façon à ce qu'on puisse reprendre, comme dans le cas que nous avons eu de la résistance à la chloroquine, qu'on a eu à supprimer alors qu'un médicament très efficace antiparasitaire qu'on a eu à supprimer ou à arrêter pendant un temps, de façon à ce qu'il y ait une disparition de cette résistance à cause des abus que nous avons connus, de façon à ce que nous puissions reprendre cette molécule plus tard. Parce qu'il y a des milieux dans lesquels la chloroquine peut encore être utilisée où la résistance n'a pas été notée, ou même si elle a été notée, mais au jour d'aujourd'hui, on peut regarder ce qu'on peut revenir à elle. Si pas à elle, qu'est-ce qu'on peut donner autre comme molécule? Eh bien, M. Mathias, comme je l'ai dit, je peux aller progressivement dans chaque groupe et tirer les bénéfices que nous avons, les risques que nous avons, dans quel milieu on trouve. Je peux poser par ici, d'abord pour une interpellation et un débat qui peut nous permettre de pouvoir donc poursuivre. Donc, l'importance de escaper dans la surveillance des infections associées aux soins doit être mise comme puce à notre oreille, de façon à ce que dans notre pratique de chaque jour, nous puissions regarder ce qu'il y a à faire au niveau opérationnel, au niveau intermédiaire, au niveau national, avec un budget conséquent qui viendrait soutenir justement cette surveillance. Je peux marquer la pause par ici et vous dire merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour votre brillant exposé et intéressant. Merci beaucoup. Sans trop tarder, nous pouvons demander à l'auditoire s'il y a une préoccupation, il y a un commentaire ou il y a une question, de lever simplement la main et on va vous accorder la parole. À vous, chers collègues. Il y a une main levée, j'ai vu de Yannick Mukulumba. Oui, merci beaucoup, docteur Valérie, pour la présentation qui était très enrichissante. Un grand merci. Docteur Valérie, pendant que vous présentez votre exposé, je me suis retrouvé dans une attitude de désolation. Je me suis rendu compte que pour en arriver à ce niveau, vous devez être équipé et avoir des moyens pour faciliter cet exercice de surveillance. Alors, nous qui travaillons dans des milieux vraiment reculés, où déjà nous manquons de matériel et nous avions des patients qui sont moins nantis et qui ont difficile d'accéder même dans des examens les plus faibles et faciles à aborder. Alors, dans ces conditions, ça nécessite de faire des cultures pour arriver à isoler les germes et faire des antibiogrammes. Alors, dans nos conditions reculées, comment faire pour en arriver à protéger d'abord nos molécules d'antibiotiques et apporter des soins corrects à ceux qui viennent se faire consulter et examiner chez nous. Aussi longtemps, nous manquons de laboratoires et nous manquons même des fois des techniciens qualifiés pour apporter une solution dans cette réalité. Merci.
À vous, docteur Valérie. Merci beaucoup. J'aimerais tout de suite dire que il y a le cri de désespoir qui est lancé ici est un cri que nous partageons tous, mais avec un espoir pour dire que dans toutes les situations, vous n'avez pas toujours les cultures à faire. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup d'éléments qui aujourd'hui sont en train d'avancer, ceux qui sont, j'aurais même avant de pouvoir continuer, j'ai entendu ici des collègues qui ont dit qu'ils étaient des techniciens ou des biologistes cliniciens qui travaillaient au laboratoire. Ils peuvent rajouter probablement après ce que j'aurais dit et évidemment des amis qui font aussi la PCI ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas que les cultures qui peuvent vous permettre d'identifier un germe. Vous savez que le génotypage permet aujourd'hui d'identifier un germe et de pouvoir vous dire ce qu'il y a. Et l'identification des résistances aussi du côté de la biologie moléculaire. Quand je parle de biologie moléculaire, je ne dis pas des technologies qui sont hors portée. Parce que quelqu'un dirait, mais vous voyez ici, nous n'avons déjà pas les incubateurs, les milieux de culture, comment nous pouvons avoir au génotypage? Il existe aujourd'hui des laboratoires, on peut mettre en place un système d'échange, de partage, de collecte des échantillons qui peuvent aller pour la biologie moléculaire et pour des génotypages et qui nous permettent justement de pouvoir aussi identifier les germes. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons également travailler avec l'Association africaine pour le développement des laboratoires, au jour d'aujourd'hui, pour dire que nous pouvons capaciter. Ça veut dire on se met en réseau. Ceux qui ne sont pas capables de pouvoir faire se mettent autour de ceux qui sont forts, de façon à ce que dans un délai précis, comme nous faisons pour la vaccination de routine, qui fait encore face à beaucoup de difficultés, qu'un échantillon prélevé puisse être déplacé dans les conditions optimales qui permettra à ce que ça atteigne un laboratoire de façon à ce que les échantillons puissent être traités là-bas. Et en ce moment, les réponses sont rendues. Les pays doivent avoir la conscience. Si nous avons ce cri de désespoir, mais nous, autorités, les autorités sanitaires doivent avoir la conscience qu'il faudra accompagner la qualité de soins. La qualité de soins demande qu'on puisse mettre justement ces choses en place. Et qu'il ne faudrait pas accepter qu'un centre puisse être ouvert tout simplement pour le plaisir de l'ouvrir, mais est-ce qu'il répond à des normes qui permettraient à ce que l'on puisse arriver à ce niveau-là? Donc voilà un peu ce que nous avons à faire. Voilà ce que nous avons à dire. Nous devons faire le plaidoyer. Voici la réalité. Je vous ai dit que au début, quand j'ai dû afficher la présentation, je vous ai dit très clairement que il est très important à notre niveau de pouvoir avoir un éveil de conscience. Notre éveil de conscience permet de pouvoir nous réseauter et de pouvoir faire le plaidoyer, de mettre les idées ensemble pour pouvoir mettre des plans nationaux, des plans qui permettraient, un plan continental par exemple est donné par une organisation. Les pays qui adhèrent et signent à ça ne doivent pas seulement adhérer politiquement. Et puis en ce moment-là, quand le plan continental est mis, quand le plan provincial est mis, quand le plan national est mis, on essaie de mettre aussi les moyens pour qu'on puisse avancer, même si au jour d'aujourd'hui, la PCI est l'enfant pauvre de la santé. Je peux m'arrêter par là et je remets la parole au modérateur. Mais d'autres qui sont en ligne ici peuvent également nous assister par rapport à ce que nous pouvons faire dans nos pays à ressources limitées. Merci beaucoup, docteur. Il y a M. Jacques Eyamba qui a parlé de Kinshasa. Il dit qu'à Kinshasa, il y a vraiment une utilisation abusive des antibiotiques dans les cabinets, surtout les cabinets privés. Sans même demander un antibiogramme, on prescrit les antibiotiques comme ça. C'est comme si quelqu'un qui soignait dans une mesure de tâtonnement, si cet antibiogramme ne réussit pas, il change d'antibiotique. Si cet antibiotique plutôt ne réussit pas, il change d'antibiotique. Alors, c'est comme vous venez de commenter là-bas. Merci beaucoup. S'il y a encore une préoccupation, elle soit la bienvenue. Il y a professeur Andy Boulaboula qui a levé sa main. Je pense qu'il a une contribution. À vous, professeur. Merci, Monsieur Mathias, et bonjour à tous. Je voulais d'entrée des jeux remercier le docteur Valérie pour une pertinente et brillante présentation, comme d'accoutumé. Le sujet est très intéressant et je voudrais
commencer par répondre à la demande du confrère qui a parlé des ressources limitées. Je pense que, comme docteur Valérie l'a dit, nous partageons ce plaidoyer. Nous-mêmes, nous avions été à la direction au niveau continental des différentes euh, initiatives, notamment en prévention et contrôle des infections, pour renforcer, mais aussi pour alerter au niveau des pays membres de l'Union africaine, par exemple, l'importance, donc sur l'importance du laboratoire dans ce qu'on appelle la surveillance des infections associées aux soins, qui est intimement liée à la microbiologie, qui est liée à la pratique même de la prévention et contrôle des infections, qui est aussi liée à la gestion rationnelle et l'utilisation rationnelle des antibiotiques, qui est aussi liée euh, à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, donc le wash en anglais. C'est beaucoup de choses en même temps. Alors, pour ne pas m'attarder, je vais peut-être énumérer en trois catégories ce que je pense devrait guider ce qu'on fait. Au niveau macro, donc au niveau gouvernance, que ce soit continental, régional et ou au niveau pays, on doit avoir des politiques sanitaires et des lois qui nous permettent de prendre la redevabilité comme mesure en termes de quelles sont les ressources que nous mettons à disposition dans nos hôpitaux pour être en mesure de poser un diagnostic d'une infection de manière complète. C'est-à-dire, vous passez de la clinique à l'identification du germe et lorsque le germe est identifié, vous avez son profil de résistance très clairement, ne fût-ce qu'au niveau phénotypique, parce que si on doit aller au niveau génotypique, ce qui est devenu aussi quand même accessible dans certains endroits, notamment au pays en RDC et ailleurs dans la région africaine, pour détecter le mécanisme de résistance qui est en jeu. Parce que si c'est enzymatique, par exemple, dans la production des bêta-lactamases, vous pouvez, de manière générale, conclure que au niveau communautaire, vous avez les gènes codants pour les bêta-lactamases, comme le CTX-M15, des gènes par rapport au bêta-lactamase et même au carbapénémase, vous avez les OXA48. Ce sont des gènes connus, documentés. Alors, de manière basique, en termes d'épidémiologie, vous pouvez dire que si un patient qui n'a jamais été admis, qui n'a pas vu de médecin dans les 3 semaines, qui n'a pas pris d'antibiotiques dans les 21 jours qui sont passés, et se présente aujourd'hui avec une fièvre qui n'est pas d'origine parasitaire, donc pas de paludisme, qu'est-ce qui nous reste dans la balance, dans les diagnostics différentiels? Vous réfléchissez dans ce sens-là, vous pouvez déjà penser à un germe résistant aux antibiotiques, par exemple ici les céphalosporines de troisième génération ou tout le groupe des pénicillines carrément, et suspecter que la résistance soit codée par le CTX-M15 parce qu'elle est très répandue dans la communauté. Mais si cela arrive au niveau hospitalier, le patient est arrivé pour un paludisme mal géré et aujourd'hui la fièvre persiste au-delà d'un schéma bien suivi d'antipaludin intraveineux, on peut suspecter un germe d'origine nosocomiale multirésistante codé par exemple, OXA48, qui est rare, bien sûr, mais qui peut être là. Est-ce que c'est un CRI qui est en train de causer donc, une entérobactérie résistante au carbapenem, donc CRI en anglais? Donc, c'est un schéma, c'est un algorithme, c'est des éléments d'épidémiologie de base, c'est la clinique, l'anamnèse, l'examen physique de base, l'exercice de diagnostic différentiel de base qu'on est appelé à appliquer aussi. Alors, trois éléments. Lorsqu'on a la clinique, on a l'examen, il faut aussi associer l'officine pharmaceutique, ceux qui dispensent les médicaments, les antibiotiques. On doit lier
l'évidence de l'espèce microbienne qui entraîne l'infection a sa réponse antibactérienne, donc l'antibiogramme, culture et antibiogramme, mais aussi le choix de l'antibiotique correct. Là encore, il faut voir le dosage et il faut voir la dose. C'est deux éléments différents. Et en dehors de ces deux éléments, il y a aussi la durée de traitement, il y a aussi la fréquence, et vous allez vous étonner, même dans des endroits où on est censé avoir tous ces éléments, on retrouve encore l'automédication aux antibiotiques. Je vous donne un exemple de mon propre étude en Afrique du Sud, il y a maintenant quelques années, où on a prélevé jusqu'à 16% des femmes enceintes qui viennent consulter dans leur consultation prénatale qui ont rapporté avoir utilisé des antibiotiques pendant leur grossesse, des antibiotiques qui n'ont pas été prescrits par le médecin. Nous savons tous dans nos familles, nous avons des boîtes de médicaments qui sont restés. Quelqu'un a commencé une cure d'antibiotiques, il se sent mieux, il abandonne la cure et le Et- prochain qui fait Ah, de la prenez fièvre, poussière, hein? il commence par ça. Il commence par les antibiotiques sont restés et c'est l'automédication aux antimicrobiens qui est aussi un mauvais usage d'antibiotiques et donc un facteur de risque majeur dans la survenue et la genèse de la résistance aux antimicrobiens. Donc, politique sanitaire, infrastructure, meilleures pratiques. Trois éléments. Les meilleures pratiques, c'est vous et moi. Vous devez donc avoir les dernières nouvelles en matière d'antibiotiques, prescription et utilisation, en matière d'efficacité, c'est-à-dire profil antimicrobien. Vous devez comprendre la pharmacodynamie et la pharmacocinétique de chaque Cinétique. molécule et Mhm. comment cela se transmet. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire vous avez deux patients avec la même infection, mais non pas les mêmes mécanismes de Le signe. pharmacodynamique, de Mhm. pharmacocinétique. Et donc, le dosage, donc, le dosage de la molécule prescrite ne devrait pas être la même. Voilà pourquoi on va arriver à un niveau où on ne trouve pas les mêmes résultats pour la même dose chez les patients qui ont les mêmes infections. Alors, tout ça, ce sont des choses de base qu'on a eues à la faculté, mais qu'il faut mettre en pratique lorsqu'on est sur terrain. Maintenant, je reviens pour chuter, les milieux ruraux. Vous allez à 12 kilomètres de là où vous vivez, hein, donc vous partez très très loin, là où souvent il n'y a même pas de communication. Vous avez un patient qui est malade, il fait une fièvre depuis 3 4 jours, il a pris des antipaludins sans résultat. Qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, vous donnez les antimicrobiens que vous avez à disposition et vous évaluez l'état général du patient, notamment les éléments cliniques comme la diurèse pour voir la fonction rénale de manière indirecte, bien que imparfaite. Ça peut vous informer sur le dosage des antibiotiques. Parce que souvent aussi dans le milieu rural, le problème, c'est qu'on a des antibiotiques à concentration sous-optimale. On vous écrit 500 milligrammes, mais en réalité, vous avez 150 ou 200. Quelquefois, moi-même, quand j'ai travaillé en milieu rural, j'ai eu à prescrire 4 fois la dose et j'avais des bons résultats. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous demande de donner les antibiotiques lorsque vous n'avez pas d'autre solution. Donnez les antibiotiques et cherchez la référence la plus proche. Donc, quel est l'hôpital de référence le plus proche que vous pouvez avoir? Parce que dans un hôpital de référence, au moins, vous pouvez faire ne fût-ce que la coloration de grammes pour savoir si vous êtes en face d'une bactérie gram négative ou gram positive. Et en face de cela, ça va vous guider dans le choix des antibiotiques, quelques molécules que vous pouvez avoir. Et dans les pires cas possibles, une fois que vous avez déjà tout essayé, ça ne marche pas, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement laisser tomber les antibiotiques. Il y a ce qu'on appelle aussi la clairance naturelle fonctionnelle ou physiologique, où on élimine les bactéries, l'inoculum s'élimine avec le temps et le corps se réorganise
pour se battre contre l'agression infectieuse, notamment avec un support de l'État général qui est adéquat. Voilà, je vais m'arrêter là. Docteur Valéry, c'est un champion dans nos webinaires, donc il a toujours des sujets très intéressants. Peut-être après, on pourra prendre rendez-vous, bon, si je peux donner un sujet dans ce sens, peut-être à la suite de celui-ci, pour parler un peu de la gestion rationnelle, la prescription correcte des antibiotiques, les éléments de pharmacodynamie et pharmacocinétique, et les dernières nouvelles dans ce domaine en tout cas. Euh, j'ai même deux livres entre mes mains pendant que je vous parle, qui m'ont été remis par Anne Versporten de Anvers il y a quelques mois, sur les études et les éléments dans la région africaine, mais aussi au niveau global. Voilà, merci, docteur Valérie, à vous. Merci beaucoup, professeur Andy. C'est vraiment riche ce que vous venez de nous dire là-bas. Et nous notons bien les rendez-vous dans notre agenda pour les semaines qui viennent. Eh bien, docteur Valérie, si vous permettez aussi, avant que je ne prenne Dieu merci à Soumani pour sa préoccupation, je voudrais aussi intervenir par rapport à un conflit de prescription entre le médecin et le pharmacien. J'ai deux expériences. La première expérience est que, étant souffrant à une certaine période, je suis allé dans un hôpital ici je précise à Kampala, pour me faire soigner. Bien sûr, le médecin a fait ce diagnostic, mais il m'a envoyé chez le pharmacien pour la prescription et le dosage des médicaments. Et le pharmacien a prescrit et il m'a donné les médicaments. La deuxième expérience est que mon fils étant malade ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous sommes partis avec lui à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin l'a consulté et il a fait la prescription. Arrivé à la pharmacie, nous avons trouvé un pharmacien digne de son nom. Il a dit que non, ça, on ne peut pas donner à cet enfant. Il faut qu'on change de prescription pour ne pas aller très loin. Entre les deux, en fait, qui a vraiment la compétence de prescrire les médicaments? Nous savons que le médecin fait le diagnostic, mais ça nous a mis dans un embarras où peut-être que nous pourrions tous avoir des éléments qui peuvent contribuer à éliminer ces conflits de compétences. Merci, docteur Valérie. Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente et de haute facture. Le prescripteur, nous prescrivons. Le médecin prescrit. Vous pouvez avoir jusqu'à un degré donné, certaines Hoje, meu filho. prescriptions sont Vê. aussi selon ce que vous avez dans chaque pays, même par les Basi, infirmiers. hey, na assistante. Et vous Nalanda pouvez kuwa nini? avoir une prescription, elle peut également être faite par un nutritionniste. Donc, ça dépend de ce que vous appelez médicament, hein. Donc, il y a des médicaments qui sont Ah, prescrits ok. selon... Vous avez un psychologue peut arriver aussi à vous faire une prescription de son domaine à lui. Donc, il faudra choisir les Basta bese choses selon labo. les normes. Le Une minute. spécialiste du Est-ce que Monsieur médicament, Patient Kazadi, ouvriez-vous pour fermer votre micro? Monsieur Patient Kazadi, Oui, oui, je le voudrez-vous fais. fermer votre micro? Oui, je le Merci. fais tout de suite. je Merci. disais que le D'accord. spécialiste du médicament corrige les prescriptions. Donc, si le médecin a trouvé ce qu'il fallait faire et qu'il a envoyé là-bas, je dis bien, toutes ces choses dépendent des normes de chaque pays, mais c'est le médecin prescrit, l'infirmier prescrit, le psychologue peut prescrire. Donc, il y a des prescriptions qui peuvent venir suivant chaque domaine. Mais celui qui corrige les prescriptions, c'est le pharmacien. Alors, nous devons prendre notre orgueil et mettre en poche. Professeur Andy vient de dire, il a deux livres, là, devant lui. Lui a lu ces deux livres. La connaissance appartient aussi à celui qui a le dernier lu. Moi, je n'ai pas lu ces livres là-bas.
comment se fait-il que dans le domaine scientifique, nous allons nous mettre, lui qui a les récentes évidences, moi je n'ai pas suffisante évidence, je dois m'incliner absolument devant les évidences, parce qu'ici, on n'a pas un discours de pouvoir se battre pour savoir qui a le pouvoir, mais on a un discours pour dire ce que disent les évidences. Nous devons changer et arriver au stade de dire, voilà ce que les évidences disent. De la même façon que vous avez, et je vais extrapoler, pour dire que vous avez un spécialiste ou un expert PCI, ou vous avez le chargé de la PCI au niveau d'un hôpital, lorsqu'il dit au chirurgien qui s'est appuyé contre le lit que docteur, ne vous appuyez pas contre le lit, docteur, vous venez de finir de ce malade, je vous tends. Il lui tend le flacon de désinfectant pour qu'il fasse l'hygiène des mains avant de passer d'un malade à un autre. L'orgueil du chirurgien doit être empoché parce que la personne qui suit la PCI là-bas, c'est l'infirmier qui est là-bas. C'est le point focal PCI qui est là-bas. Donc, mettons en dehors les aspects conflictuels et mettons les évidences en avant et l'esprit d'équipe. Nous sommes une équipe et nous travaillons en équipe. Nous ne sommes pas en concurrence au sein d'une équipe. Les évidences permettent de pouvoir balancer ce que nous avons comme insuffisance et incompréhension. Voilà ce que je peux dire, mais des amis peuvent rajouter, mais j'aimerais faire un commentaire. Vous avez vu l'ordonnance dont je vous ai parlé? Il y a un produit qui est un anti-malarien qui est donné là-bas. Puis vous avez la ceftriaxone, je m'imagine que c'était la ceftriaxone. Puis la gentamicine. Et puis, on vous dit même, on en a ajouté, vous avez l'ampi 1 gramme qui est donné, dose totale qui a été donnée. Ça a été donné. Quand on dit dose totale, 1 gramme ampi là, mais certainement ça doit être injectable parce qu'on parle de 10 flacons, ici injectable. Et puis ça va être donné à quelle fréquence parce que cela est très important la métronidazole également, ou le métronidazole, et puis vous avez la ciprofloxacine. Donc, c'est des éléments, ça, nous vivons. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons revenir pour dire, nous devons normer. Merci. Merci beaucoup, docteur. Il y a Dieu merci à Soumani, avant de passer à Monsieur Alex Michel Ndeke. Dieu merci à Soumani qui avait écrit, est-ce que SCPCI peut accompagner quelqu'un qui veut faire une étude sur ça? Sur ça, je pense que c'est sur l'utilisation des médicaments. Sur ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, il a écrit ça. Il y a Dr Valérie qui est là, qui représente le professeur PCA, professeur Boulaboula. Je ne sais pas si vous avez un petit commentaire par rapport à ça. Ou, finalement, il y a Monsieur Mundeke, Michel, Monsieur Ndeke, Michel Alex peut prendre la parole. Vous avez la main levée, Monsieur Alex. Merci, merci. Nous remercions vraiment Docteur Valérie pour nous avoir aidé à éclairer un peu nos lanternes par rapport à la PCI. Mais malgré que le professeur Andy a déjà ajouté quelque chose, je voudrais un peu rappeler ou peut-être réveiller la conscience. Quand je vous parle ici, je suis au recoin de la division provinciale de la santé du Tanganyika. Je suis dans la zone de santé de Kiambi, au fin de notre DPS, où la connexion seulement pose problème. Maintenant, la préoccupation, même si le docteur Andy en a déjà dit, par rapport aux évidences, antibiogramme et consorts, mais il y a aussi la clinique, puisque nous qui sommes en brousse ici, très éloignés de la paraclinique, nous agissons par rapport à l'épidémiologie et à la clinique. Mais nous avons des politiques et nos directives. Malheureusement, toutes ces politiques et ces normes restent seulement théoriques, ne nous aident pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous qui sommes ici au fond fin de milieux, pour assister ou aider ces malades vis-à-vis de la PCI et des prescriptions des antibiotiques, comme on venait de les discuter ici? Vous connaissez seulement le milieu que vous avez et la clinique avec l'épidémiologie. Vous dites que ici, le germe qui est plus fréquent, c'est tel germe. Comme j'ai donné les antipaludéens, ça ne passe pas comme ça.
Nous avons fait la goutte épaisse. Bon, comme ça, j'associe l'antibiotique. Vous n'avez pas la possibilité ou le moyen de faire l'antibiogramme, ni vous ne pouvez pas envoyer ce malade. Or, le pays a vraiment des experts, comme on nous a dit. On a des experts, on a des mains entraînées. Mais malheureusement, ces mains entraînées ne sont pas encadrées. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes vraiment délaissés, pour que nous puissions aussi pratiquer cette PCI et aider la communauté qui est à notre charge? Merci beaucoup. Docteur Valérie, vous êtes toujours en ligne, j'espère. Je suis en ligne. Je vais dire très rapidement qu'aux collègues qui sont délaissés, je vais leur demander de laisser. De laisser quoi? De laisser les choses en équipe pour travailler en équipe. Parce que la communication aide beaucoup. Quand vous êtes délaissé, ça veut dire que c'est à un niveau hiérarchique donné. Je crois que vous faites référence à la hiérarchie. Quand on parle de cette écologie, de cette épidémiologie que vous avez, probablement que c'est l'épidémiologie de 1900 Kalakala. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on avait déjà, et les choses ont déjà évolué. Les plaidoyers, nous rentrons sur les choses pour dire, rentrons aux normes. Vous faites avec les moyens que vous avez parce que vous avez l'obligation des moyens et pas l'obligation des résultats. Avec les moyens que vous avez. Mais vos moyens doivent être dirigés par la science. Est-ce que la science qui se trouve là a été mise à niveau en termes d'information? Vous dites que c'est un milieu reculé. Ça veut dire que on fait avec ce que l'on a d'abord. Et le professeur Andy a dû donner ce qu'on peut faire comme approche du point de vue clinique et essayer. Mais dans l'entretemps, nous devons continuer à faire le plaidoyer. Parce que si nous voulons que ça puisse changer, nous ne pouvons pas nous limiter pour dire, limitons-nous seulement à ceci. Non, nous devons alors laisser ce que nous avons à faire dans une équipe pour arriver à faire le plaidoyer, pour arriver également à pouvoir ramener les compétences. Ces moyens de communication que nous avons avec vous. Si la République démocratique du Congo produit les directives avec les SOP pour dire dans tel milieu et dans notre contexte, c'est A, B, C, D qu'il faut suivre. Si vous faites, et c'est ça des choses qui doivent arriver. Dans les ressources limitées, qu'est-ce que nous allons faire? Adaptons, donnons les directives. Si on a la chance de la fourniture pour pouvoir essayer d'améliorer la fourniture en produits pharmaceutiques, de pouvoir améliorer le diagnostic, eh bien, qu'on puisse continuer à pousser sur ça. Mais dans l'entretien, nous qui sommes sur terrain, évoluons avec les connaissances. Réseautons-nous de façon à ce que nous puissions essayer de pouvoir nous aider. Mais ça risquerait d'être seulement des vœux pieux si nous ne commençons pas par quelque part. Je peux laisser aussi aux collègues, j'envoie des mains levées, notamment même des amis qui ont travaillé au ministère dont la main est levée. J'aurais aimé que nous puissions partager qu'est-ce que le gouvernement aussi a prévu en attendant. Merci à vous. Merci beaucoup. En attendant qu'on revienne sur le professeur Andy, on donne la parole à Vicky Tambwe Mbuyu